Sunday Night Production. Chaque jour, on repousse ses limites et on est en terrain hostile. On est dans un endroit où on ne peut pas respirer, il fait un peu plus sombre, on est écrasé par la pression et tout le travail qu'il faut faire, et c'est pour ça qu'il faut également beaucoup de patience, c'est de transformer ce milieu qui est initialement hostile à nos perceptions en quelque chose de familier. Et ça prend du temps, il faut rajouter mètre par mètre. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'Ultra Trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Eva André aujourd'hui. Bonjour Eva. Bonjour Arnaud. Très heureux de t'accueillir sur le podcast Ultra Talk. Merci pour le temps que tu vas nous consacrer, j'imagine, dans un agenda assez chargé. Donc un grand merci pour ta disponibilité. Merci à toi pour l'invitation. Et puis d'avoir accepté effectivement cette invitation. L'objectif, c'est que tu nous partages. Moi, je te suis, comme je te l'ai dit une fois, juste avant, les micros n'étaient pas encore ouverts, mais comme beaucoup de personnes, je suis sur les réseaux et forcément, tu étais sur ma liste d'invités. J'avais envie que tu nous partages ton parcours. Avec grand plaisir. Hyper inspirant. Et alors, j'ai eu l'occasion déjà d'avoir un apnéiste qui est Guillaume Néry sur le podcast, qui nous avait expliqué ton parcours, que tu connais bien. Donc, c'est génial de pouvoir à nouveau avoir une apnéiste avec nous qui nous partage justement comment on devient apnéiste professionnel. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que tu l'as découvert il y a 7 ans, je crois, ce monde de l'apnée. Mais avant toute chose, avant qu'on rentre dans tout ce flot de questions que j'ai à te poser, Eva, est-ce que tu peux, et comme je le fais systématiquement sur le podcast, on va rembobiner un petit peu l'histoire et nous expliquer qui est Eva, d'où est-ce qu'elle vient, petite, est-ce qu'elle était sportive ou pas. Voilà, nous expliquer un petit peu petite, quelle était, dans quel domaine tu as évolué. Alors moi, je m'appelle Eva, j'ai 27 ans et c'est vrai que j'ai toujours aimé le sport. Alors c'était pas de l'apnée, mais c'est vrai que j'ai toujours fait des sports aquatiques. J'ai fait de la natation synchronisée, j'ai fait de la natation sportive, j'ai fait beaucoup de cheval, enfin beaucoup de sports outdoor comme on dit, de la marche, de la randonnée. Et c'est vrai que j'ai toujours me suis toujours sentie très proche de la mer. J'ai grandi à Nice, donc elle était toujours dans mon champ de vision. Et voilà, c'est vrai que c'est la nature, pour moi, j'ai un rapport très spécial avec la nature et les sports de nature en particulier ont toujours pris une grande place dans ma vie. Et quand tu regardais la mer petite, est-ce que tu te disais qu'un jour tu allais plonger à plus de 80 mètres sous ce niveau de la mer, Jamais de la justement? vie. Jamais de la vie. J'ai ignoré l'existence de l'apnée jusqu'à tard. J'ai découvert Le Grand Bleu quand j'étais petite, mais je l'ai vite oublié, étonnamment. C'est pas un film qui m'a énormément marqué. Par contre, c'est vrai que je me rappelle, la première fois où j'ai mis la tête sous l'eau, c'était avec mon père à la Croix-Valmer. On regardait les poissons depuis la surface et je me rappelle avoir vu ces eaux comme ça très poissonneuses. Il y avait un rocher euh, une, un rocher, voilà, avec énormément de vie autour et voilà, j'ai trouvé ça fabuleux, mais je ne connaissais pas l'existence de l'apnée jusqu'à mes 20 ans. En fait, c'est un sport que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est assez surprenant d'ailleurs, et c'est pour ça que maintenant ma philosophie de vie, c'est un peu de me dire que tout est possible, puisque c'était quand même un parcours assez inattendu. Ouais, tu vas nous expliquer effectivement le moment de la découverte, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça a déclenché en toi. Donc avant, si j'ai bien compris, Eva, tu habites dans la région de Nice, sportive, outdoor, tu aimes être en bonne condition physique. Il y a eu également, parce que quand on découvre l'apnée à 20 ans, j'imagine qu'il y a aussi les études qui prennent une place importante à cet âge-là. Oui, beaucoup. Surtout moi qui j'ai toujours j'ai eu une grande depuis toute petite, j'ai envie de performer, j'ai envie d'être voilà, j'ai envie d'être très bonne dans ce que je fais. Et c'est vrai que je voulais absolument faire quelque chose d'élitiste, donc j'ai choisi de faire une classe préparatoire après mon bac scientifique. Donc c'était une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, donc avec beaucoup de mathématiques, beaucoup de philo, beaucoup d'histoire géopolitique. Et c'est vrai que ça prenait beaucoup de place dans ma vie à ce moment-là. Et j'ai découvert l'apnée après mes concours, donc à l'issue de ces 2 ans de classe préparatoire. Et c'est vrai que ça a été un immense chamboulement parce que je me destinais voilà, encore à 3 années d'école de commerce, donc qui était un parcours assez éloigné du sport de haut niveau. Euh, et c'est vrai que ça a été voilà, une redirection totale dans ma vie.
Et à quel moment, Eva, tu découvres l'apnée? On va rentrer dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire à quel moment tu découvres l'apnée. On en avait discuté avec Guillaume Néret, je me souviens très bien. Il y a aujourd'hui en France beaucoup de clubs d'apnée qui se développent énormément et on peut faire de l'apnée en piscine, pas forcément comme tu peux nous le partager sur les réseaux avec de belles images, Avec des des gros poissons. profondeurs, des profondeurs, mais comment est-ce que toi, est-ce que tu peux nous partager l'instant où tu as vraiment découvert ce sport? Alors, je faisais déjà de la plongée bouteille. J'aimais beaucoup être sous l'eau. Et j'ai voulu passer mon niveau 2 dans un club de plongée qui faisait aussi de l'apnée. Et je l'ai découvert quand je suis arrivée sur place. Je m'y attendais pas du tout. Et à vrai dire, j'ai flashé sur le moniteur de plongée qui était aussi moniteur d'apnée. Et un de ces quatre, il m'a dit, oui, est-ce que tu veux essayer l'apnée? T'es assez aquatique, je pense que tu serais doué. Viens, on va essayer. Donc, moi, évidemment, les étoiles dans les yeux, j'ai dit, bah oui, bien sûr, on va essayer l'apnée. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et on est allé au large de Villefranche-sur-Mer, qui est donc le berceau de l'apnée profonde. C'est là qu'est née l'apnée profonde telle qu'on la pratique aujourd'hui. Et on est allé sur une bouée qui était attachée au fond, sur, je crois, 30 mètres de fond. Il m'a dit, voilà, juste tu calmes ta respiration et quand tu sens que tu es assez détendu et que tu n'es plus essoufflé, tu prends une grande inspiration et tu descends le long de cette chaîne, tu te tractes avec tes bras et tu descends voilà, le plus profond possible, jusqu'où tu te sens bien. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ma première descente, c'était vraiment un bouleversement sensoriel. J'avais l'impression d'être dans l'espace. La première image qui me vient en tête, c'est Gravity. C'est cette nana comme ça en combinaison de plongée qui est affranchie de toutes les lois de la pesanteur. Et je suis remontée en surface et je me suis dit, mais c'est génial, j'y retourne, j'y retourne. Et là, il m'a dit, attends, récupère, on y retourne après. Et là, je me suis dit, très vite, je suis rentrée dans une logique en me disant, ah, j'ai fait 15 mètres, c'est super, ben, j'ai envie d'en faire 16, puis 17, puis 18. Et très vite, comme ça, je suis rentrée dans une logique chiffrée qui, couplée à des sensations vraiment exceptionnelles et que j'avais jamais connues auparavant, voilà, m'ont fait prendre ce chemin de la performance petit à petit. Parce que c'est vrai, comme tu le dis, tu as suivi effectivement cette chaîne ou ce câble tendu à la verticale, mais il y a différentes manières aujourd'hui de pratiquer l'apnée. Toi, tu performes dans l'apnée à monopalme, c'est bien ça? Donc là aussi, Oui, qu'est-ce qui c'est ça. fait que tu t'es orienté sur la monopalme? Bah, dans le club où j'ai fait, j'ai fait mon baptême, j'ai vu une photo de Guillaume Néry. Il y avait un grand panneau, parce que voilà, c'est vrai que c'est la star des apnéistes chez nous. Et les clubs de plongée, où est-ce ils aiment bien le mettre en avant. Donc, il y avait une grande photo de Guillaume Néry avec une monopale. Mais je me suis dit, waouh, c'est trop beau, j'ai envie de faire ça. C'est vraiment parce que je me suis dit, c'est trop beau. Ouais, C'est visuellement, c'est super, très joli. ouais, Ouais, voilà, c'est visuellement, ça. c'est Je me très suis beau. dit, Ouais. et j'ai vu une vidéo de lui en train d'avoir un plan fixe où on le voit comme ça en train de partir, de décoller de la surface et descendre vers les abysses. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux, quoi, la vitesse, la glisse, la beauté de ce sport. J'ai envie de me rapprocher de ça. Et c'est pour ça que j'ai enfilé une monopale. Mais il se trouve qu'en plus, moi, je trouve ça plus facile que les autres disciplines. On accède plus facilement aux grandes profondeurs avec cet outil. Donc voilà, pour moi, c'est tout bénef. C'est beau, c'est, c'est efficace. Donc voilà, j'ai décidé de me spécialiser en poids constant monopale. Donc ça, c'était il y a 7 ans. C'était il y a Euh, 7 ans. J'avais 20 ans. c'est ça, 2017. Donc il s'est passé plein de choses depuis. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Et quand on découvre comme ça et qu'on a le coup de cœur pour les profondeurs, les sensations que ça génère, parce que de ce que tu as décrit, c'est le fait d'être dans un monde où tu te sentais en apesanteur. Mais paraît-il que l'apnée génère aussi cet état de flow. C'est-à-dire que quand je dis l'apnée, c'est la privation d'oxygène ou le fait de ne pas respirer. Je ne sais pas comment on peut mettre un mot dessus, tu vas nous le dire, mais le fait d'être en privation d'oxygène peut aussi parfois créer cet état de flow. Alors, bien évidemment, tu le fais sous contrôle, c'est maîtrisé, tu as appris la technique, mais il y a aussi, j'avais discuté d'ailleurs avec Charles Caudrelier, qui est un grand navigateur, qui au moment où on se parle est en train de terminer son tour du monde sur l'Arkea Ultimate Challenge avec ses bateaux qui vont à une vitesse de folie. Il est en tête. S'il n'a pas d'ennui mécanique, il devrait remporter l'épreuve. Et Charles me disait justement qu'il utilisait cette technique d'apnée pour justement retrouver une plénitude et une concentration. Donc, est-ce que toi, cette technique, tu l'utilises aussi dans tes préparations, non pas forcément dans l'eau, mais à côté? Alors, je ne sais pas si c'est l'apnée qui amène une grande concentration Ou la respiration peut-être, plutôt, juste la technique de ou plutôt, respiration. ou plutôt le fait que moi, j'ai besoin d'être extrêmement concentrée quand je retiens ma respiration. Parce que se priver d'oxygène, c'est quelque chose qui est tellement pas naturel.
qu'il faut un moment, j'ai l'impression que pour moi c'est nécessaire, rentrer dans une sorte de phase méditative pour que ce soit supportable et pour perdre la notion du temps et la connexion avec ce qui est en train de se passer. Et qui paradoxalement amène une sorte de présence absolue, une pleine conscience. Mais je ne sais pas quel est le phénomène qui implique l'autre, si c'est vraiment le manque d'oxygène qui entraîne cet état ou si cet état est nécessaire pour se priver d'oxygène. Moi, j'ai Ouais, c'est l'impression que c'est intéressant. plutôt la deuxième option. Intéressant. Non, mais je voulais vraiment évoquer ça avec toi parce que c'est vrai que ça m'a interpellé. Et puis, si je rembobine encore un petit peu l'histoire et je reviens au moment où tu découvres, donc il y a 7 ans, donc tu découvres la discipline, le sport. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est-à-dire que est-ce que tu t'es mis à fond dans ce sport-là, à prendre une licence probablement, à répertorier les compétitions, ou est-ce que malgré tout, il y avait aussi les études qui nécessitaient du temps? Comment les deux se sont équilibrés? Alors, ça a été un chamboulement absolu. Dans un premier temps, ça s'est pas du tout équilibré. J'ai mis un grand coup de pied dans la fourmilière. J'ai fait un des trucs les plus dingues de ma vie, je pense. Je venais de passer des concours, donc j'avais travaillé 2 ans pour passer des concours de grande école de commerce. Et quelques semaines plus tôt, j'avais accepté une école de commerce à Reims, donc que je devais intégrer en septembre pour 3 années, pour obtenir un niveau master. Donc, je fais mon déménagement suite à la découverte de l'apnée, à un peu la mort dans l'âme, en me disant, mais en fait, le sud va me manquer, l'apnée va me manquer, ça va être très compliqué tout ça. Et je me dis, bon, après tout, tu vas découvrir de nouvelles personnes, tu vas arriver dans une nouvelle école, voilà, la vie va reprendre son cours et tu feras de l'apnée en vacances. Et en fait, je suis arrivée là-haut, j'ai tenu 2 semaines, j'ai dit non, ça ne me plaît pas, les cours de compta, ça ne compensera jamais le fait que je suis loin de la mer et loin de l'apnée. Et donc, j'ai rendu mon appart. Je me rappelle, j'avais acheté toute une batterie de meubles Ikea tout neuf. Enfin, voilà, enfin, je quittais le nid familial pour entamer ma vie d'étudiante affranchie de tous ces cours et de tous ces devoirs sur table et de toutes ces cols. Enfin, voilà, c'était le début de la vie étudiante, de la fête, etc. Et j'ai tout envoyé balader. J'ai rendu mon appartement. J'ai appelé la direction de l'école. J'aurais dit, écoutez, non, j'arrête. C'est pas pour moi. Et je suis rentrée dans le sud, les bras un peu ballants parce que certes je pouvais faire de l'apnée, mais j'avais plus de cursus scolaire en cours et moi qui ai toujours été un petit peu l'élève modèle du système, c'était un petit peu perturbant pour moi. Donc j'ai réussi à intégrer une licence de maths en cours de route, heureusement, ce qui m'a permis un peu de rebondir et de retomber sur mes pieds. Et à partir de là, je me suis dit bon, t'es dans le sud, t'as une licence, t'es inscrite à la fac, là c'est bon, tu peux te remettre à l'apnée. Et j'ai commencé à faire un petit peu de piscine, à aller m'entraîner un petit peu. Dans un club d'apnée de manière assez sporadique parce que c'était le début de l'hiver, donc les conditions étaient un petit peu moins clémentes. Mais voilà, j'ai quitté l'école que je venais d'intégrer et c'est vrai que pour moi, ça a été, enfin pour toute ma famille d'ailleurs, ça a été C'est un choc. un petit Ça a choc, été un ouais, un petit choc carrefour, pour c'est un moi, ouais. carrefour, c'était un Oui, moment voilà, important c'est dans ta ça. vie, effectivement. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y avait cette notion de compétition qui était déjà là? Ou c'était juste le fait d'avoir envie de pratiquer, en fait, être dans cet élément? Alors, c'était pas encore la compétition avec les autres parce que c'était beaucoup trop loin et je venais de commencer, mais c'était déjà la compétition avec moi-même. C'est-à-dire que dès que je faisais une profondeur, je me rappelle à l'époque, c'était 26 mètres, c'était mon max, je voulais faire plus. Donc, tous les week-ends, voilà, j'essayais de faire un petit peu plus, de rajouter 1 mètre, 2 mètres. Donc, il y avait cette notion de compétition et cette notion chiffrée quand même, mais avec mes propres capacités davantage que celles d'aujourd'hui où je suis vraiment en compétition avec des concurrentes et avec d'autres apnéistes. Alors, quel a été le déclencheur, Eva? Qu'est-ce qui est fait qu'à un moment donné, on t'a dit, tiens, il y a une compétition, tu devrais peut-être aller voir ce qui se passe, ou est-ce que c'est toi qui as repéré une épreuve et tu t'es dit, tu as dit à ton entraîneur, peut-être ton entourage, en disant, j'aimerais bien me confronter, tiens, j'aimerais bien me confronter à d'autres personnes, ne serait-ce que même, alors dans l'apnée, c'est probablement, tu te confrontes probablement plus à toi-même qu'aux autres, mais comment s'est fait cette inscription, cette participation à cette première compétition et le doigt dans l'engrenage qui t'amène aujourd'hui à être apnéiste professionnel? Alors, ça a été assez facile puisque c'est vrai qu'à Nice, il y a une compétition qui est organisée par mon club chaque année, qui est le Nice Abyss Contest, qui est une compétition qui se veut à la fois élitiste et à la fois ouverte à tous. Donc, il y a des grands champions. Il y a Guillaume Néry, notamment, qui plonge à plus de 100 mètres sur cette compétition. Et puis, des gens qui plongent à 30-40 mètres. Et je me suis dit, en 2019, je me suis dit, oh, ben oui, je vais m'inscrire. Et puis, à l'époque, ça me donnait un petit peu une espèce de deadline, un petit objectif pour essayer d'augmenter mes performances le plus possible à l'approche de cette échéance. Ça me motivait. Donc, je me suis dit, bah, ouais, je vais m'inscrire. Après tout, l'année précédente, en 2018, j'avais vu qu'il y avait des niveaux
très hétérogène. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, moi aussi, je peux faire une compétition. Et cette idée d'avoir mon nom sur une start list, les start lists que je regardais à l'époque, je suivais un petit peu déjà les compétitions, puis de voir mon nom avec à côté une profondeur associée, vraiment, ça me faisait vibrer de me dire, bah, ça y est, là, voilà, tu rentres dans la cour des grands et il y a quelqu'un qui va devoir plonger, puis qui va te valider ta plongée, tu seras enregistré sur un site. Il y avait, voilà, cette idée-là, et de suite, ça m'a plu. J'ai trouvé l'événement vraiment à la fois très professionnel et très familial. Et j'ai vraiment particulièrement aimé les plongées que j'ai faites dans ces compétitions, c'est-à-dire que tout est fait, tout est mis en place pour que l'athlète ne se concentre uniquement que sur ses plongées et sur ses sensations. Et donc mes plongées, non seulement ont été réussies, mais en plus ont été très agréables. Donc je me suis dit, bah oui, il faut que je continue, c'est super. Et voilà. Puis à partir de là, bon, il y a eu un petit temps d'arrêt en 2020, mais voilà, 2021, je me suis réinscrite à cette compétition. Et puis là, à partir de là, voilà, j'ai commencé à faire des performances qui ont commencé à être regardées par les sélectionneurs de l'équipe de France, voilà, j'ai commencé à faire 68-70 mètres, et donc j'ai été sélectionnée. J'avais en tout cas validé les minima qui me permettaient de prétendre à l'équipe de France. À partir de là, je me suis dit, bah oui, il y a quelque chose à faire, il faut que tu y ailles. Je me suis dit, c'est une expérience que tu vivras qu'une seule fois dans ta vie de rentrer en équipe de France. Bon, Ouais, finalement, ça s'est répété, mais on va en discuter justement, mais c'est vrai que sur le sport que tu pratiques, c'est hyper encadré, hyper sécurisé. J'ai regardé effectivement plusieurs vidéos et tu plonges pas toute seule comme ça, c'est hyper encadré. La particularité dans une compétition, effectivement, c'est que tu annonces la distance à laquelle tu vas plonger. Tu peux pas oui. plonger, puis en te disant, bon, alors je te donne un exemple, hein, mais j'avais prévu 70, finalement je me sens bien, je vais faire 75. C'est pas possible, je crois, hein. C'est-à-dire que tu dois faire la distance que tu as annoncée. Pour des raisons de sécurité, sinon on aurait des gens qui s'y laissaient 10-15 mètres de marche sur leur plongée pour aller à l'accident. Non, le but, c'est vraiment, et c'est aussi la partie stratégique que j'aime bien dans ce sport, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on est capable de faire à l'instant T, tout en se challengeant un petit peu, bien sûr, mais voilà, le but, c'est d'être régulier et de se connaître. Et donc, effectivement, la veille d'une compétition, on fait ce qu'on appelle des annonces, donc à bulletin secret. Chaque athlète va écrire sur un petit bout de papier la profondeur qu'il aimerait réaliser le lendemain, et le jour de la compétition, le câble est réglé à la profondeur indiquée la veille, et l'apnéiste, donc, ne peut pas aller plus profond. Et s'il fait moins, il a des pénalités également. Et il a des pénalités, c'est-à-dire Alors, dans le classement de la journée ou dans un ranking mondial? par exemple, si un apnéiste annonce 100 mètres et qu'il en fait 99, il validera 99 mètres moins 1 mètre, donc moins la distance qu'il n'a pas parcourue, donc il aura 98 points à l'issue de la compétition. Intéressant. Et ce qui veut dire que quand tu es en compétition, tu ne sais pas quelle profondeur va faire les autres compétitrices avec toi? Alors on le sait, mais on le sait uniquement à l'issue de la publication de la start list qui se fait en général la veille de la compétition. Et donc là, évidemment, il y a un petit flottement de suspense. Donc chacun se dit, bon, qu'est-ce qu'elle va annoncer? Qu'est-ce que vont annoncer mes concurrentes? Et effectivement, la start list est publiée et là, voilà, on connaît les annonces des concurrents. Ouais, c'est une partie effectivement stratégique. Et tu peux changer derrière en te disant j'avais annoncé 70, finalement je vais faire 73. Non, Non? impossible. Non, non, non. Ouais. Ouais, Impossible. donc c'est intéressant. Et puis dans ton parcours on va continuer à dérouler le fil, hein, qui va nous amener à ta sélection en équipe de France. Est-ce que tu sens ta progression? Et ma question c'est est-ce que ta progression qui t'emmène sur des profondeurs de plus en plus importantes, elle est due à la maîtrise de la technique, elle est due aux répétitions de l'entraînement. Comment tu pourrais expliquer des profondeurs de plus en plus importantes? Alors, c'est Parce assez que dans surprenant certains parce sports, que tu sais, dans certains sports, c'est plus tu pratiques, plus tu performes. oui. Est-ce que dans l'apnée également, probablement, il y a une partie qui est liée, mais peut-être pas que. Alors, effectivement, l'entraînement prend une grande part dans la vie d'un apnéiste professionnel, mais à cette époque-là, moi, je suis pas du tout professionnelle. Je fais ça vraiment parce que j'ai envie d'aller profond et parce que j'aime bien faire de la compétition amateur, mais vraiment, j'ai aucune rigueur d'entraînement. Enfin, vraiment, je plonge et puis à chaque fois, je me dis, oh, je vais rajouter des mètres parce que je me sentais bien. Donc vraiment, c'est ce qui a fait qu'à ce moment-là, je pense que je me suis dépassée et j'ai atteint ces profondeurs-là. C'est vraiment parce que j'étais bien sous l'eau et parce que j'avais une prédisposition naturelle à supporter assez bien la pression sur ma cage thoracique. Mais voilà, je suis quelqu'un d'aquatique et il se trouve que je me sens bien sous l'eau. J'arrive à m'abandonner complètement, à me laisser complètement aller quand je chute dans le bleu. Je lâche complètement prise et ça a suffi à m'amener à ces profondeurs-là. Mais à cette époque-là, j'avais aucune rigueur d'entraînement. Voilà, c'était vraiment,
j'avais mes études à côté, je faisais ça en loisir, donc je me suis laissée surprendre en fait par mes capacités. Alors, quel a été le déclencheur, Eva? Qu'est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je veux être... Alors, ça peut-être arrivé par hasard, mais quoique, Non, mais à quel moment tu t'es pas dit, du je tout. tente le coup, je deviens apnéiste professionnel. Et ça veut dire quoi, apnéiste professionnel? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a vraiment un palier qui fait que derrière, une fois que tu as validé ce statut de pro, donc c'est, de ce que j'ai compris, l'entrée en équipe de France, fait que peut-être t'as peut-être un salaire qui se met en place, des aides qui se mettent en place financièrement, ça a peut-être un impact qui te permet de te Bien libérer de ce sûr. poids et de te concentrer. Comment est-ce que ça s'est fait? Alors, ça a été au retour de mes premiers championnats du monde, donc après ma première sélection en équipe de France, c'était en septembre 2021. Au championnat du monde, pour mes premiers championnats, je venais de valider 77 mètres, je crois une septième place à l'époque. Et c'est l'été où je terminais mes études. Et donc, j'arrivais à un carrefour. Donc, c'est soit je cherchais un vrai travail, Soit tu rentrais dans la vie active. Ouais. voilà, soit je cherchais des sponsors et je me lançais à fond dans cette discipline. Et je me suis dit, bon, là, avec aucun entraînement et aucune rigueur, tu arrives à faire ces profondeurs-là. Qu'est-ce que ça donnerait si demain tu décidais de te professionnaliser pour te consacrer à 100% à l'apnée profonde? Parce qu'il se trouve que si je trouvais un vrai travail, si j'avais la vie active, une vie active classique, il aurait été très compliqué également de partir De te m'entraîner en mer consacrer, trois, bien quatre fois sûr. par semaine, de faire en tout cas ce que j'avais fait, puisque les championnats du monde, c'était quand même 3 semaines à Chypre, en plein mois de septembre, donc c'était même pas pendant les vacances scolaires, donc il aurait été compliqué d'expliquer à un employeur que fallait que je parte pendant un mois pour les championnats du monde. Donc voilà, c'était un choix à faire. Et j'ai commencé à chercher des sponsors pour financer mes frais de saison et puis mes frais de vie pour me professionnaliser. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas payé par les fédérations. On a quelques aides, mais c'est pas du tout suffisant. Donc, se professionnaliser en apnée, ça veut vraiment dire avoir un projet entrepreneurial, c'est-à-dire aller démarcher des marques pour proposer des projets d'ambassadeur, en fait. C'est ça qui marque vraiment, qui a vraiment marqué un tournant dans ma vie professionnelle. Donc il y a vraiment cet esprit d'entrepreneur, hein, puisque tu crées une structure avec C'est ça. probablement un business plan en fonction de tes déplacements, en fonction des stages peut-être, de ce que tu veux améliorer, du quotidien, des différents coachs, de l'entraîneur, du préparateur mental, enfin bref, Oui, c'est une oui, c'est ça. structure en fait, hein, c'est une structure de sportif de haut niveau que tu mets en place. Sauf qu'on est tout seul et que voilà, il faut aller démarcher des entreprises, il faut vendre son projet, il faut expliquer que voilà, on va leur offrir des belles images qui pourront avoir un storytelling tout autour de notre aventure. Il y a plein d'arguments à trouver et puis les entreprises suivent. Les entreprises aiment bien ce sport et j'étais assez surprise, je m'y attendais pas. Je me suis dit bon, ça va pas prendre, essaye, on verra, hein. Et puis en fait, ça a pris. Les gens se sont intéressés à mon projet. Euh, et donc, ça m'a encouragée. Parallèlement à ça, j'ai une proposition de tournage pour doubler une actrice dans un film d'apnée. Donc là, je me suis dit, bon, c'est un signe, c'est un signe. L'univers veut que tu deviennes apnéiste professionnelle. Donc, je suis partie en Guadeloupe pour tourner un film, en Belgique aussi pour les besoins du tournage. Et j'ai aussi pu mettre un orteil dans le monde du cinéma. Ouais, c'est une Donc, je question me que je voulais suis te dit, poser. Ouais, tu vois, je ne savais pas cette anecdote-là. C'est une question que je voulais te poser parce que je sais que Guillaume Néry a aussi pratiqué. Alors, quelle est ta relation avec Guillaume Néry? Je sais que vous habitez tous les deux dans le sud de la France, mais est-ce qu'il t'a vraiment pris sous son aile pour te montrer, en tout cas, montrer la direction dans laquelle il fallait te structurer? Quelle est la relation que tu as avec avec ce alors, grand champion? Guillaume, on s'entraîne ensemble, on se voit régulièrement au SIPA. Et c'est vrai que moi, il m'a beaucoup inspiré parce que j'ai vu évidemment toutes ces Les vidéos qui images? ont été Ah oui, magnifiques et clairement. j'ai beaucoup aimé la façon, ce côté-là de sa professionnalisation à lui, qui était voilà de se mettre en scène dans des endroits sous-marins magnifiques, au milieu de créatures superbes. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et effectivement, l'apnée, la performance en apnée, c'est fabuleux, mais il y a tout un univers qui gravite autour. Et ça, c'est ce que j'ai repéré chez lui. Et il faut que je m'inspire de ça pour aller, voilà, pour faire des activités à côté de la performance, que non seulement ça met du beurre dans les épinards, et en plus, c'est des expériences vraiment, enfin, c'est des moments de vie incroyables. Alors la particularité aussi, je crois, c'est que Guillaume s'est totalement orienté sur cette production d'images au moment où il est sorti aussi de la compétition suite à un accident. Et il a décidé effectivement d'orienter son métier, hein, ou en tout cas sa structure, sur cette production de contenu. Et je te rejoins, les images sont juste fabuleuses. Donc voilà, en tout cas dans le cinéma, je suis vraiment pas du tout surpris que tu aies commencé à être approché justement pour aller
faire des doublures. Alors, et en fait, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin, des fois, pour des besoins de tournage, de gens qui font ce qu'on appelle la cascade sous-marine, c'est-à-dire des gens qui sont capables de rester longtemps sous l'eau, de faire des plans sous l'eau, ce que les acteurs sont pas toujours capables de faire, parce qu'en plus, il faut les préserver parce qu'ils coûtent cher et qu'ils sont vite fatigués. Donc, ils prennent des doublures, et moi, il se trouve que je ressemblais à l'actrice principale, du moins de loin, pour les besoins du tournage. Et donc, il y a eu ça. J'ai aussi doublé Diane Kruger. Ils avaient besoin d'une nageuse qui sache faire des culbutes en piscine et qui soit capable de nager longtemps en eau libre un peu fraîche. Donc, voilà, j'ai rencontré des réalisateurs, j'ai rencontré des acteurs français. Enfin, et tout ça, ça m'a conforté dans l'idée que bon, certes, c'est pas facile. Des fois, il y a un peu d'incertitude, un peu Mais ça vaut le d'insécurité coup. suite Ouais. à ce projet entrepreneurial. Mais il y a des moments de vie tellement incroyables que je n'aurais jamais vécu sans prendre ce virage-là que je regrette pas. Ouais, clairement. Et puis, tu as ton diplôme quand même. Bien sûr, j'ai Voilà, un tu as un diplôme. background qui est quand même qui te permet de. Oui, oui. Si jamais, voilà, t'es quand même, voilà, t'es quand Oui, même, oui, oui. tu sauras rebondir. Mais enfin, j'ai aucun doute sur le fait que tout se passe bien. Mais c'est vrai que c'est important, probablement plus pour la famille que pour Bah, toi-même de. c'est sécurisant aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance quand même, déjà dans l'entrepreneuriat, mais surtout avec l'apnée, à sortir quand même régulièrement de sa zone de confort. Faut aller tout le temps chercher ses limites et de savoir qu'on a quand même un environnement sécurisant, de savoir de fait que bah voilà, si demain je veux arrêter, je peux faire autre chose. Ça aide à aller chercher ses limites. Si vraiment je dépendais que de ça et si c'était le seul moyen que j'avais pour voilà, d'avoir une vie professionnelle intéressante, bah, je sais que ce serait une pression supplémentaire. Et je pense que ça, c'est ce que vivent aussi beaucoup de sportifs quand ils se lancent comme ça dans des carrières professionnelles. Aujourd'hui, Eva, ta limite, alors j'allais dire, tu la connais probablement pas encore parce que ça fait que 7 ans quelque part que tu pratiques, mais ta limite, si c'est un chiffre aujourd'hui, hein, c'est un nombre de mètres à la verticale. Tu nous as parlé de 77 mètres en 2021. Aujourd'hui, c'est combien et ça te classe sur quel ranking au niveau mondial? Aujourd'hui, c'est 87 mètres. Donc au championnat 2023, j'ai fait huitième mondial Alors, en qu'est-ce qui monopale. fait? Ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on gagne comme ça 11 mètres en 2 ans? Est-ce que c'est ta cage thoracique que tu apprends à développer? Est-ce que c'est aussi le côté physiologique que tu apprends, peut-être où ton corps enregistre la manière de mieux utiliser l'oxygène dans le sang? Est-ce que c'est une technique de respiration? Est-ce que c'est une prise de risque? Qu'est-ce qui fait qu'on gagne 10 mètres comme ça? Ou qu'on gagne ne serait-ce que 2 mètres, parce que c'est 2 mètres quand on est à ces profondeurs-là, ça doit être un effort incroyable, mais ça Alors, serait il y a quoi? deux choses. Il y a deux choses. Pour moi, il y a deux facteurs essentiels qui sont liés d'ailleurs. Il y a le facteur compensation, c'est-à-dire en eau très profonde, quand on est soumis à une forte pression, être capable de continuer à envoyer de l'air dans ses oreilles pour pas se faire de barotraumatisme, parce que vous avez tous expérimenté ça. Quand on descend dans une piscine et qu'on ne décompresse pas, qu'on ne compense pas la pression de ses oreilles, on a mal. Et donc, il y a ce facteur-là qui est un facteur technique et qui prend de plus en plus de place à mesure qu'on évolue, puisque plus on descend profond, plus les volumes sont faibles et plus il est difficile de les mobiliser pour les envoyer dans ses oreilles et donc éviter de se blesser. Et ce facteur compensation, il est étroitement lié au facteur mental. C'est-à-dire que moi, si je n'ai pas envie de plonger, si aujourd'hui je me sens pas bien, par exemple, et que j'essaye de descendre, la première chose qui va bloquer, ce sont mes oreilles. Ça va être ma compensation. Et pour moi, la compensation, c'est un catalyseur du mental. Voilà, c'est ce qui va révéler si on est capable d'y aller ou non. Et c'est vrai que pour moi, le mental, c'est l'aspect le plus important de ce sport, c'est-à-dire que chaque jour, on repousse ses limites et on est en terrain hostile. On est dans un endroit où on ne peut pas respirer, il fait un peu plus sombre, on est écrasé par la pression. Voilà, on n'est pas fait pour être là. Et tout le travail qu'il faut faire, et c'est pour ça qu'il faut également beaucoup de patience, c'est de transformer ce milieu qui est initialement hostile à nos perceptions en quelque chose de familier. Et ça prend du temps. Il faut rajouter mètre par mètre et surtout euh, transformer, euh, transformer notre perception de la profondeur pour en faire quelque chose d'accueillant, de familier, pour avoir envie d'y aller et pour du coup que nos oreilles nous laissent y aller. C'est ça pour moi. Il faut avoir envie d'y aller. Il faut être bien sous l'eau. Et si on est bien sous l'eau, on peut rajouter des mètres et des mètres et des mètres très facilement. Moi, je me rappelle, en 2022, ça a été une année assez compliquée. C'était l'année où je rencontrais mes premières difficultés techniques. Et sur une saison, j'ai rajouté 1 mètre. L'année dernière, j'étais beaucoup mieux. J'avais pris le temps d'apprivoiser la profondeur. C'est surtout ça, hein, ce qui fait que notre mental nous laisse y aller, c'est d'apprivoiser la profondeur, de ne pas se faire peur.
Et en une semaine, j'ai pu rajouter 6 mètres. Donc, c'est vraiment ça pour moi le plus important. C'est de se laisser le temps, être patient et apprendre à son corps et à son esprit que bah, finalement, certes, ça fait un petit peu peur, mais que ça va en fait. Et est-ce que dans ta discipline, Eva, on peut s'entraîner tous les jours? C'est-à-dire que est-ce que l'on peut descendre à des profondeurs comme celles que tu parles, 77 mètres, 80 mètres? Est-ce qu'on peut descendre tous les jours? Ou est-ce que tu plonges tous les jours pour apprendre de la technique, maîtriser, comme tu l'as dit, les éléments, ton corps, te préparer mentalement et une fois par semaine ou deux fois par semaine, effectivement descendre très bas? Non, c'est C'est des choses impossible qui sont de possibles? Non, descendre c'est pas profond possible. tous les jours. Non, non, parce que déjà c'est fatigant physiquement. On est quand même à circuit fermé pendant 2 à 3 minutes, parfois Ah, plus. ça, on en parlera parce Euh, que ça, c'est impressionnant, effectivement. 3 minutes, voilà, donc parce qu'il y a la c'est descente, fatigant. mais il y a la remontée. Donc, il faut bien gérer Voilà, ta descente pour avoir l'oxygène c'est et la ça. lucidité pour remonter, c'est ça? Donc c'est très fatigant physiquement et psychologiquement aussi. Se dire à chaque fois qu'on va descendre profond, c'est quand même c'est engageant, donc ça mobilise beaucoup d'énergie. Et donc c'est vrai que c'est pas possible de faire ça tous les jours. Donc moi je m'entraîne là à peu près tous les jours, à peu près 6 jours sur 7 en moyenne. Mais je vais faire par exemple du vélo en apnée, je vais faire de la musculation, de la méditation, des étirements et effectivement descendre profond en pleine saison 2 à 3 fois par semaine maximum. C'est difficile de faire plus. Et tu parlais tout à l'heure qu'une fois que tu es sous l'eau comme ça, tu te sens comme dans... c'est Interstellaire, hein, le film dont tu parlais. Gravity, c'est Gravity, pardon, avec Georges Gravity. Clooney. Voilà, exactement. Gravity. Alors, moi, j'avais une question sur la verticalité, parce que j'ai vu effectivement plusieurs de tes vidéos, et on te voit descendre effectivement très à la verticale avec tes palmes. Est-ce que s'il n'y avait pas ce câble, est-ce que tu saurais quand même que tu es à la verticale, ou est-ce que il t'est arrivé parfois où c'est possible d'être totalement désorienté sous l'eau, de ne plus savoir, alors hormis le fait que ça soit très très sombre plus tu descends, mais est-ce que c'est possible d'être totalement désorienté sous l'eau? Oui, c'est possible. C'est possible. On a des apnéistes qui, lors d'une descente, peuvent se blesser un tympan, ce qui modifie complètement l'équilibre. Et qui, ça, c'est déjà arrivé de voir sur des vidéos des apnéistes qui se mettent à nager à l'horizontale. Donc ça, déjà physiologiquement, ça peut arriver. Et puis voilà, on est profond. Il y a la narcose, donc l'ivresse des profondeurs, qui peut intervenir et qui fait que oui, le câble, c'est vraiment c'est indispensable. Et je ne sais pas si moi, ça pourrait m'arriver sans narcose et sans blessure au tympan de perdre la notion de où est-ce qu'est la surface, parce qu'il y a quand même la pression qui joue. Donc, on sait à peu près quand est-ce qu'on descend, quand est-ce qu'on remonte. Je pense qu'on garde quelques notions. Mais c'est vrai que moi, ma plus grande peur en apnée, c'est pas de faire une syncope, c'est de me détacher du cap sans m'en rendre compte et de me retrouver au milieu du vide, comme ça, sans savoir où je suis. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai postée sur Instagram où un bref instant, on voit que j'ouvre les yeux sous l'eau et que je trouve plus le câble et ça dure peut-être 2 3 secondes où je cherche le câble des yeux et où quand je le retrouve, je referme les yeux et je me remets dans ma plongée. Mais c'est vrai que moi, c'est ma phobie de perdre le C'est ton câble déjà. repère. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et parle-nous de cette... tu parlais de la narcose. Donc c'est le fait, en fait, c'est l'ivresse un peu des profondeurs, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et ce qui voudrait dire que à partir du moment où tu as ce symptôme-là, c'est quoi? C'est que tu perds tout repère temporel à rester, à observer enfin, cette immensité. Ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend de la profondeur, ça, c'est varié d'un individu à l'autre, mais moi, j'ai pas encore trop expérimenté les grosses narcoses, donc j'en suis un peu préservée pour l'instant. Mais moi, ce qui se passe, par exemple, c'est que j'ai des trous de mémoire. C'est-à-dire que quand je fais mon demi-tour, ou j'arrive en bas, que j'attrape le petit témoin que je vais devoir ramener au juge, je commence ma remontée et je perds la notion de ce que je suis en train de faire. Quand j'arrive en surface, je serai incapable de me rappeler les pensées que j'ai eues sur allez, les 60 premiers mètres de mon ascension. Donc ça, c'est un des effets de la narcose. Il y a aussi, ça m'est déjà arrivé quand la couleur de l'eau change. Je sais qu'il y a des jours où, par exemple, la rade de Villefranche, elle a une couleur un peu verdâtre, la luminosité change. Et ça a un effet sur la narcose, c'est-à-dire que je sens que mes pensées vont à toute vitesse, que j'ai plus vraiment de contrôle sur ce que je pense. Je contrôle ce que je fais encore, parce que mon corps est vraiment en pilotage automatique, il sait ce qu'il a à faire. En revanche, c'est vrai que mon esprit peut partir un petit peu dans tous les sens, avoir certaines pensées négatives en me disant mais qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais de palmer là? Est-ce que tu te laisserais couler? Est-ce qu'on viendrait te chercher? Des choses comme ça, parfois un petit peu glauques, ou parfois des pensées très légères en se disant ah bah ça y est, j'ai remonté, je remonte, je suis trop forte, je suis allée au bout, la semaine prochaine je rajoute 15 mètres. Voilà, c'est des pensées comme ça sur lesquelles on a peu de contrôle et ça peut être un petit peu inquiétant des fois.
Mais c'est vrai que tu parlais des différentes couleurs, ça ressort souvent dans les différentes interviews que tu fais justement sur les profondeurs, c'est que tu as la capacité effectivement à voir là où peut-être quelqu'un de normal ne le verrait pas, toi tu arrives à voir des palettes de couleurs, des dégradés, Ce et qui est ça assez c'est... paradoxal d'ailleurs, parce que les couleurs disparaissent à mesure qu'on descend. Mais c'est vrai que c'est la lumière. Je suis assez sensible à la lumière et c'est quelque chose que j'essaye d'apprécier sur mes plongées. Quand j'ai plongé au Dean's Blue Hole, qui est un trou de 200 mètres de fond, où Ouais, la ça lumière ouais. disparaît très Je voulais en vite, parler elle, également de ça. elle revient aussi très vite. Et c'est vrai que les rayons qui percent la surface comme ça nous donnent vraiment l'information qu'on est descendu profond et qu'on remonte et que ça y est, c'est presque une dimension presque, je dirais pas christique, mais oui, il y a un sentiment comme ça, un peu de divinité, quand on voit tous ces rayons qui percent la surface et vers lesquels on se rapproche. Oui, c'est quelque chose de très beau et j'essaye d'y rester sensible parce que oui, je trouve que ça fait partie des plus belles choses à ressentir en plongée. En tout cas, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles tu le fais. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, voilà, ces changements de lumière, ces températures qui changent, à mesure qu'on descend, qui se réchauffe quand on remonte aussi. Enfin, des fois, on perd un petit peu quand on est vraiment la tête dans le guidon à vouloir ajouter des mètres, à être avec des objectifs de compétition, on perd un petit peu ce côté-là de profiter de l'élément, de profiter du voyage. Et c'est vrai que c'est des choses qui nous le rappellent et je pense que c'est important. Ça permet de garder l'envie et les raisons pour lesquelles on le fait. Et si je reviens sur des aspects un peu plus physiologiques, c'est le rythme cardiaque. Quand tu descends comme ça sur ces profondeurs, ton rythme cardiaque, il baisse au fur et à mesure que tu descends et a peut-être tendance à s'accélérer justement quand tu remontes parce que tu palmes peut-être un peu plus vite pour te dépêcher de retrouver de l'oxygène et la surface. Alors Comment effectivement, se comporte le rythme cardiaque dans les plongées? le rythme cardiaque va diminuer fortement. J'ai jamais pris de mesures parce qu'il faut des appareils assez techniques puisqu'on les emmène profond, donc c'est assez technique et assez compliqué à faire. Mais je sais que Guillaume l'a fait, Arnaud Gérald aussi l'a fait. Ils ont fait des mesures et je crois qu'ils peuvent descendre en dessous de 30 pulsations par minute. Parce que le froid, le fait d'être au contact de l'eau et de l'eau froide notamment, enclenche un réflexe qu'on appelle le réflexe d'immersion, qui est le même qu'on partage avec les mammifères marins, qui fait que non seulement notre sang et notre oxygène va être concentré vers les organes vitaux, qui s'appelle le blood shift, et notre rythme cardiaque va ralentir pour préserver l'oxygène. Et c'est pour ça que j'ai tendance à préférer l'eau froide, parce que je sens que mon cœur ralentit beaucoup plus quand mon visage est au contact de l'eau froide, plutôt que dans des eaux chaudes, comme ça a été le cas en Honduras, où l'eau reste voilà, à 24-25, même à 80 mètres de fond, ce qui est parfois plus compliqué à gérer physiologiquement quand on n'est pas habitué. Merci de ces précisions. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre le mécanisme aussi physiologique pour les apnéistes et tu nous l'as parfaitement décrit. Et puis il y a aussi un point sur lequel je voulais aller, c'était la technique de la monopalme. Alors c'est Oui. vrai que moi je vous invite à aller voir les vidéos d'Eva, hein, vous verrez. Ça doit demander, je pense, une certaine préparation physique parce que enfin, Alors que tu veuilles descendre ou que tu veuilles remonter, c'est un outil de propulsion. Et donc, il y a forcément un mouvement du corps, donc une technique au niveau du bassin qui fait que ça propulse plus ou moins bien, plus ou moins vite. Mais il faut quand même, je pense, avoir au niveau des jambes, des ischios peut-être ou des quadris, tu vas nous l'expliquer, mais une bonne forme physique et une musculature nécessaire pour avoir de la puissance et de l'appui sur ta palme. Bien sûr. Alors après, on se moque beaucoup de moi parce que je suis pas très musclée et j'ai une technique de nage assez catastrophique. Donc on a tendance à se moquer de moi. Mais c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, je suis obligée donc de faire de la préparation physique. Je suis entraînée par Morgane Bourkis d'ailleurs, qui est un grand champion aussi, qui descend à plus de 90 mètres à la brasse, qui a plusieurs titres de champion du monde et c'est lui qui m'entraîne. Et donc, il me fait faire beaucoup de squats, beaucoup de squats, beaucoup de fentes. Il faut aussi habituer ses jambes à fonctionner sans oxygène, puisque c'est vrai que les Complètement. coureurs connaissent bien ça, mais l'acide lactique, c'est quelque chose qui vient mettre le feu en fait dans les quadriceps à la remontée. Et tu Et la puis, ressens, toi, cet acide, Eva? énormément, énormément, énormément. Ça a été un frein pendant longtemps parce que j'étais pas habituée. Ça m'est déjà arrivé de faire des plongées à 60 mètres, ce qui était mon max, et à partir de 50 mètres, me dire, mais je vais pas réussir à remonter, je peux plus, j'ai trop mal aux jambes. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut également s'habituer parce que ça arrive très vite.
C'est des sensations qui sont parfois très douloureuses et qui peuvent vraiment altérer le rythme de palmage et ralentir Ouais, notre bah, temps de plongée. étant cycliste, je peux comprendre le Oui, fait que quand tu as l'acide effectivement dans les membres inférieurs, quelquefois ça t'empêche de tourner les jambes. oui, Alors que toi, c'est ton moyen de propulsion qui te permet de retrouver de l'oxygène. Donc oui. ça veut dire que tu dois probablement t'entraîner, certes sur le côté musculature, mais aussi accepter l'acide lactique et continuer à faire l'effort, tout en étant en circuit fermé, comme tu l'as dit tout à Oui, l'heure. c'est ça. Donc ça nécessite de l'expérience probablement. Après, je connais pas tous les ressorts physiologiques, mais on m'a toujours dit, oui, mais si t'as les jambes qui brûlent, ça veut dire que t'as un bon réflexe d'immersion. Donc c'est bon, c'est que c'est normal, c'est que t'es en bonne voie et que ton corps réagit positivement à ce qui se passe. Donc c'est ce que je me dis quand ça commence à brûler, je me dis bon, ça va. Et en général, quand on sent plus rien, c'est qu'on s'approche de la limite hypoxique et là, c'est un peu moins bon signe. Et si on continue sur le chapitre un peu physiologique, moi je parle souvent des datas dans le sport. Est-ce que toi, j'ai vu également une de tes interviews, tu expliquais que quand tu étais dans une phase de préparation d'un grand événement, tu faisais attention à ton sommeil, notamment. Et ça veut dire qu'est-ce que tu mesures ton sommeil? Est-ce que c'est juste sur du Oui, oui, ressenti? Ou est-ce je que mesure mon vraiment, sommeil. voilà, tu es vraiment près des datas? J'ai acheté un outil qui me permet de voir effectivement mes pulsations cardiaques, ma VFC, Ouais, ouais. voilà, tous ces outils qui vont indiquer la qualité du sommeil et puis me juger au matin, me dire si j'ai bien dormi, si je peux faire mon entraînement. C'est très important. Moi, c'est vrai que le sommeil, enfin, j'ai besoin de beaucoup dormir, indépendamment de mon activité de sportive, mais c'est vrai que c'est pour moi la chose la plus importante dans la récupération, c'est de bien dormir. Ouais, c'est vrai que enfin, on est nombreux aujourd'hui, les sportifs, effectivement, d'être équipés de différents bracelets ou bagues ou ce genre de choses qui te donnent effectivement la durée du sommeil, certes, mais comment ton sommeil est constitué, est-ce qu'il est suffisamment réparateur ou pas? Et très clairement, le sommeil, c'est la data qui est un peu vedette en ce moment, hein, dont tout le monde parle, parce qu'il y a eu c'est vraiment cette prise de conscience sur l'impact. Mais il y a aussi, alors je ne sais pas si vous le mesurez en apnée, la température corporelle, puisque vous descendez très très bas. Moi, je sais que dans mes différentes aventures que j'ai pu faire, pour les gens qui me suivent notamment dans le grand froid, par des températures de moins 35, moins 40, j'étais équipé de ce petit capteur qui me donnait la température corporelle. Est-ce que vous, en apnée, où vous descendez à de profondeur, où tu l'as dit, bah, l'eau se refroidit au fur et à mesure, donc ça a un impact sur le corps humain. Est-ce que vous étudiez ces choses-là? Est-ce que vous êtes équipé d'appareils ou pas encore? J'ai jamais entendu parler de mesures de température corporelle en apnée, notamment parce que c'est souvent des apnées qui sont assez courtes. Les apnées en profondeur, ça dure, ouais, ça dure 3, 4, bon, 5 minutes. Maintenant, il y en a quelques-uns qui sont très, très chauds. Mais on 5 n'a pas le temps de minutes? se refroidir. C'est le but, c'est d'avoir des combinaisons qui sont à la fois très fines pour pas être obligé de mettre trop de poids pour compenser leur Bien sûr. flottabilité, mais aussi très, très efficaces pour ne pas avoir froid parce que le froid, ça peut augmenter la consommation d'oxygène, augmenter Clairement. l'inconfort, donc les petites contractions musculaires qui peuvent entraîner une blessure. Et ça gêne aussi la compensation. C'est-à-dire que si on a froid, on ressent le froid, nos mécanismes de compensation vont être altérés. Donc, je pense pas que notre corps se refroidisse pendant une apnée. Mais c'est intéressant ce que tu dis de par la combinaison. Effectivement, les Oui, combinaisons sont là pour ça, justement, pour faire barrière avec le froid extérieur. Quelle est ton actualité aujourd'hui, Eva? On est en début 2024 au moment où on enregistre l'épisode. Est-ce que tes objectifs de la saison, ton programme est établi ou il est en cours de constitution? Vers quoi tu te diriges cette année? il est établi. Alors, mon gros objectif, ça va être les championnats du monde en Corse, qui ont lieu voilà, en Corse cette année, à Ajaccio. Donc, on est contents, nous, les Français. Donc, ce sera en septembre 2024. Donc, ça, c'est mon gros objectif parce que je pense déjà que c'est un très bel endroit pour plonger. Les conditions sont superbes. Elles se rapprochent également de mes conditions d'entraînement, donc que j'aurai pas besoin C'est de vrai. faire de longues semaines d'acclimatation. L'acclimatation, ouais. Et puis voilà, donc c'est de l'eau froide. Donc nous, en France, on a un petit avantage là-dessus, c'est qu'on s'entraîne dans ces conditions. Donc voilà, ça va être mon gros objectif de saison. Et puis après, évidemment, il y a les championnats de France au mois de juin. Il y aura une autre compétition aussi qui seront les championnats du monde cette fois, mais d'une autre fédération, parce que les fédérations se tirent un peu dans les pattes chez nous. C'est chacun veut son championnat du C'est monde. vrai, j'avais pas pensé à ça. Tout à fait. Oui, oui, donc il y a des sports pour lesquels il y a un championnat du monde tous les 2 ans. Et chez nous, c'est l'inverse, donc c'est 2 fois par an. Donc il y aura un championnat du monde aussi en Égypte que j'aimerais bien faire. Donc là, il faut être sélectionné aussi. Donc c'est pour ça que je participe au championnat de France. Et j'aimerais bien, là,
dans les 2-3 prochaines années à venir, essayer de valider les 100 mètres. Je pense que c'est un objectif accessible, c'est un objectif, voilà, c'est les 3 chiffres qui font rêver. Maintenant, voilà, c'est vrai que moi, j'ai toujours un peu de mal à me fixer des objectifs chiffrés saison par saison, parce que je trouve que ça me réussit pas bien. Quand j'y arrive, après, je me relâche, et puis quand j'y arrive pas, je me morfonds. Donc, c'est vrai que j'aime bien me laisser surprendre et me dire, bon, bah, tu te prépares au mieux, et puis va chercher ce que tu peux chercher. Et les chiffres, j'essaie voilà, de désacraliser un peu les chiffres. C'est compliqué. Ouais, parce que quand tu prépares une compétition, et comme tu viens de nous le dire, l'objectif pour toi, c'est les championnats du monde. Et la particularité de ta discipline, c'est que tu n'es pas comme un tournoi de tennis à te battre contre quelqu'un d'autre et à faire un quart de finale, une demi-finale, une finale. Non. Là, c'est que tu annonces une profondeur la veille. Donc, ça veut dire que quand tu nous dis « je suis motivé par cet objectif-là », là, au moment où on enregistre, on est mi-février, pardon, deuxième quinzaine de février, on est encore loin des championnats du monde de septembre, mais tu aimerais annoncer, là, imagine, on est la veille des championnats du monde, dans l'idéal, tu aimerais annoncer quelle distance? Ah, j'aimerais bien. Il y a un chiffre qui est symbolique pour moi, c'est 95 mètres, parce que Pourquoi est-ce qu'il est symbolique? c'est le dernier record de France d'Alice Modolo avant son 100 mètres. C'est Alice qui est une coéquipière et qui est championne de France aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle, depuis que je me suis mise à l'apnée, j'écoute beaucoup ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Et, euh, et voilà, elle disait, à l'époque où elle était à mes profondeurs à moi, elle disait tout le temps, voilà, mon objectif c'est d'aller à 100 mètres, c'est d'aller à 100 mètres. Et je me rappelle avoir suivi son parcours, c'était en 2019, où voilà, c'est l'année où elle voulait tenter les 100 mètres et elle avait fait un record de France à 95 mètres et j'avais trouvé ça incroyable. Et c'est vrai que je pense qu'on est des athlètes, on se ressemble beaucoup, elle et moi. Et c'est vrai que j'aime bien aujourd'hui me dire, bon, bah, j'ai fait 87 mètres. Ah, bah, c'est ce qu'elle a fait au Vertical Blue en 2018. Ça me motive beaucoup. Donc, 95 mètres, c'est vrai que ce serait une belle performance à la fois stratosphérique et puis en même temps assez accessible puisque, bon, bah, voilà, c'est 8 mètres de plus que ce que j'ai fait. Donc, c'est jouable, je pense. 8 mètres de plus que ce que tu fais, Eva, ça représente combien de secondes en plus sous l'eau, que ce soit à la descente ou à la remontée? Alors, faut compter 1 mètre seconde en moyenne de vitesse de descente et de remontée. Donc, ouais, c'est 16 secondes de plus, ce qui est pas énorme. Ce Voilà, qui va ça va être ma vraiment. question. Ouais, C'est ça la difficulté? C'est ces 16 secondes de privation d'oxygène ou non, c'est la pression sur les poumons, la pression dans les oreilles? c'est la pression et c'est surtout c'est le volume d'entraînement et de plongée qui vont me permettre d'arriver à ces 95 mètres. C'est-à-dire qu'entre le moment où je vais revenir dans la zone des 80, où je vais pouvoir me dire, bon, bah là, je fais 82, 84, parce qu'il faut à chaque fois reprendre sa progression pour réadapter son corps, pour vérifier qu'on est. On peut pas d'un coup, du jour au lendemain, se dire, bon, bah là, j'ai pas plongé depuis 3 mois, je descends à 80 mètres. Donc, il va falloir refaire tout ce chemin jusqu'au 87 qui va déjà être difficile voilà, 87 mètres, c'est quand même une grosse performance pour moi. Donc, il va falloir y revenir. Une fois qu'on est revenu sur ces max, il faut rajouter, aller mètre par mètre ou 2 mètres par 2 mètres. Donc, c'est tout ce travail-là qui va demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, davantage que de la plongée 95 mètres en elle-même. Ah, c'est bien que tu le décrives, ça. Je pense pour les personnes qui nous écoutent et qui pratiquent pas, et je pense qu'ils sont nombreux, Ouais. c'est intéressant que tu expliques justement, ce détail-là. Et justement, Eva, pour les personnes qui nous écoutent, que cette discipline, que ce milieu attire, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Allez-y, vraiment essayez. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé l'apnée, bon, certes, j'ai toujours été un petit peu sportive, mais je sortais de 2 ans de classe prépa. J'étais même fumeuse occasionnelle. J'étais aussi musclée qu'une huître. Je pensais que j'avais aucun souffle, aucun cardio. Et je me suis quand même éclatée. Et il se trouve que j'étais douée. Donc, laissez-vous surprendre de votre corps. Il est capable de faire des choses incroyables. Et ça vaut le coup d'essayer vraiment. Et aujourd'hui, ta privation d'oxygène, ta capacité à ne pas respirer, tu l'as. Alors, il peut y avoir à des profondeurs importantes, mais ne serait-ce que comme ça, à l'air libre, tu l'as mesuré, tu as cette capacité comme ça. Non, j'ai jamais trop fait d'apnée statique parce que ça m'ennuie énormément de Ça, rester de ça fait pas longues partie de la minutes. préparation. Ça fait pas partie d'une Ça peut. préparation. Ça peut, on a des athlètes qui s'entraînent en apnée statique puisque c'est vrai que ça permet à notre corps de rester de longues minutes sans respirer et donc ça donne des feux verts en fait dans le cerveau en disant bon bah là je suis capable de faire 6 minutes d'apnée statique, j'ai aucun problème, je peux faire des apnées profondes à 3 minutes, c'est possible. Mais moi j'ai du mal, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est mentalement très très difficile.
Donc cette capacité à rester longtemps sans respirer, je la mesure par exemple quand je vais faire du vélo en apnée, parce que c'est une partie de ma préparation, euh, de faire voilà 1 heure et demie de vélo où j'alterne les moments où je retiens ma respiration, celles où je récupère. Donc là, je vois que je gagne en aisance. Et puis surtout, dès que je voyage, dès que simplement en bas de chez moi, j'ai envie d'aller voir un peu les poissons, je me rends compte de l'aisance que j'ai. Et ça, c'est comme si on se laissait pousser des ailes et qu'on était capable de visiter comme ça, La d'aller profondeur. faire un tour. Voilà, c'est incroyable en fait d'être capable de retenir sa respiration pour aller visiter le monde sous-marin comme ça, juste avec une paire de palmes et un masque. Et ça, ça, c'est fantastique. Mais c'est vrai que les gens me disent, oh, tu dois être très zen et c'est vrai que tu dois être, tu dois faire de la respiration carrée tous les jours et tout. Non, c'est pas mon truc. Ça Et, m'a pas et- rendu plus zen, ça m'a pas rendu plus, enfin, la respiration, bien sûr que ça permet de gérer ses émotions, mais c'est pas, chez moi, c'est pas ça qui a changé ma vie. Intéressant. Et aujourd'hui, quel est le plus beau spot? Alors même si tu résides dans une magnifique région avec un super spot pour pratiquer ta discipline, mais s'il y avait un autre lieu autour de cette planète dans lequel tu as été, ou peut-être dans lequel tu aimerais aller, qui est selon toi le spot idéal pour pratiquer ta discipline? Bah alors moi, je suis un peu chauvine, hein, donc je vais vous dire, c'est la rade de Villefranche parce que j'ai beaucoup voyagé grâce à l'apnée, à la compétition, et c'est vrai que j'ai visité des lieux fantastiques. Il y en a un qui vraiment a une place spéciale dans mon cœur, c'est le Dean's Blue Hole aux Bahamas. C'est ce trou bleu de 200 mètres. Enfin, c'est fabuleux. Enfin, on dit bleu d'ailleurs, mais il fait sombre. C'est très noir au Est-ce fond. qu'on se sent aspiré? Est-ce qu'on se sent aspiré quand on sait qu'effectivement on est dans cet endroit? J'ai regardé un petit peu, parce que tu as déjà exprimé ton attirance pour ce lieu-là, donc j'ai déjà regardé un petit peu. Est-ce qu'on se sent aspiré par ce trou de 200 mètres? Le trou, On, c'est pas on peut, vraiment on doit se le sentir. trou, c'est vraiment, il y a une attraction vraiment pour les apnéistes vers cet endroit. C'est vraiment, c'est un endroit magnétique. Dès qu'on est là, on a envie de mettre la tête sous l'eau, on a envie de s'en approcher, on a envie de. Il y a quelque chose. Moi, je suis pas trop branchée énergie, tout ça. C'est pas, je suis pas dans un délire très ésotérique, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe avec cet endroit. Il y a quelque chose qui se joue là. Je sais pas si c'est simplement le fait que ce soit très beau et très atypique, ou si il y a peut-être, je sais pas, peut-être que voilà, il y a une Il se passe vibe quelque chose. Ouais. spéciale quand on est là-bas. Mais c'est vrai que pour moi, ma base d'entraînement, c'est Villefranche. Je veux dire, il y a une pluie qui gravite autour de cet endroit. Il y a des reliefs aussi magnifiques. Il y a des tombants fabuleux. Euh, le bleu méditerranéen, c'est un bleu que je retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment voilà, il est foncé, il est hypnotique aussi. Et pour moi, c'est l'endroit que je préfère. Je pense que pour s'entraîner en tout cas en apnée profonde. Et puis voilà, tous les paramètres techniques aussi associés à l'apnée profonde, le fait que ce soit de l'eau froide, qui permettent, c'est un petit peu plus difficile de se détendre, mais ça permet de ralentir le cœur beaucoup plus facilement. Le fait aussi qu'il y ait une vie qui gravite autour de ce spot de plongée, parce que je me rappelle, le Dean's Blue Hole, c'est très beau, mais il y a 3 maisons sur l'île, donc on a tendance à s'ennuyer un petit peu. Et le fait, voilà, d'avoir une ville à côté, ça aide aussi à prendre un peu de recul sur la performance et d'avoir une vie en dehors. Et moi, ça m'aide beaucoup parce que si j'avais tout le temps le nez dans le guidon, si j'étais vraiment tout le temps à penser que apnée, manger apnée, je pense qu'on peut vite devenir fou. Et le fait comme ça qu'il y ait une vie autour qui soit possible, c'est vraiment, ça, c'est un vrai coup de pouce. Ça permet de rendre cet équilibre C'est ça, possible. c'est une question d'équilibre, je pense. L'apnée, c'est un sport où il y a besoin vraiment d'avoir un équilibre psychologique, physiologique qui est essentiel. Après, je pense dans tous les sports, mais l'apnée, c'est tellement mentalement, c'est quelque chose qui est tellement engageant qu'il faut cet équilibre-là. Est-ce que tu es un préparateur mental, Eva? Oui, je Ouais. travaille avec Alain Para depuis maintenant 1 an et demi. Et c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Et, euh, et c'est assez nouveau pour moi parce que j'avais jamais trop, je m'étais jamais trop intéressée à ces questions. Et c'est quelqu'un qui connaît assez bien l'apnée, parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver un préparateur mental Oui, qui tout à connaît fait. l'apnée, Mm. puisque les techniques de préparation mentale, il y a plein de choses qui se recoupent, mais il y a aussi des choses qui sont C'est très spécifique spécifiques à quand même, ouais, c'est l'apnée. Ouais. spécifique, ouais, très clairement. Et puis on arrive sur la fin de l'épisode, Eva, et j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à Eva en 2017, au moment où elle suit ce jeune professeur de plongée qu'elle a envie de séduire? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais de se faire confiance et qu'elle a toutes les clés pour réussir. Et que elle est sur le point de faire des choses de dingue qu'elle aurait jamais cru penser faire. Et qu'il faut qu'elle y aille et qu'elle se fasse confiance parce que ça va bien se passer. Bon, écoute, on va suivre en tout cas ton parcours, ton évolution, que ce soit cette année, mais aussi dans les années à venir, puisque je pense que les auditrices et les auditeurs l'auront compris. Tu n'es que, voilà, les fameux 100 mètres, c'est qu'une question de temps, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on le ressent très clairement dans ce que tu décris de par ton parcours, ton expérience, ta découverte de la discipline. C'est qu'une question de temps, de confiance, de rencontre, et puis on va suivre ça à distance. En tout cas, un grand merci Eva pour ton temps, pour ta sincérité et l'enthousiasme et la passion que tu dégages à travers l'apnée. C'est une belle représentation de ce sport-là. Et puis, je te souhaite tout le meilleur. Et puis, j'espère qu'on fera un autre épisode dans 3 ou 4 ans. Avec plaisir. Où les 100 mètres ne seront... tu nous expliqueras justement entre aujourd'hui et les 100 mètres, plus de 100 mètres, comment ça s'est passé. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Eva, et tout le meilleur pour la suite. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.